Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, à savoir le suivi du portefeuille, en l'occurrence ici le portefeuille au mois de novembre. On est le 26 novembre à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Vous aurez la vidéo le 2 décembre, donc il se peut qu'il y ait quelques différences, notamment au niveau des prix entre le moment où j'enregistre et le moment où vous la regardez. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, mais on va avoir beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui car il y a beaucoup de sujets à aborder et notamment des ventes à aborder. Ça va être la deuxième fois cette année que j'effectue des ventes. La première fois, c'était la vente de mon ETF MSCI World que j'avais réalloué dans le S&P 500, donc sur l'ETF ESE de BNP Paribas, donc le S&P 500 capitalisant. Et ce mois-ci, j'ai donc effectué une deuxième fois des ventes et j'ai effectué très précisément 3 ventes ce mois-ci. On va revenir en détail sur chacune des ventes. On va expliquer le pourquoi, du comment. Vous allez voir ce qui m'a amené à cette conclusion et je pense que c'est extrêmement important pour bon nombre d'entre vous également qui se posent ce genre de questions, à savoir quand est-ce qu'il faut prendre la décision de vendre une société ou pas. Et juste avant de passer à la suite, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, on se retrouve ici non pas sur l'application comme vous en avez l'habitude, mais sur un Google Sheet, puisque on va faire un petit point sur Google Sheet, vous allez voir, avant de passer à la suite du portefeuille classique sur l'application IQ Invest. Donc ce Google Sheet, je vous le partage, vous pouvez le retrouver en description, vous avez le lien dans la description, vous pouvez le regarder, vous pouvez également en faire une copie si vous voulez vous en inspirer peut-être pour l'adapter à votre portefeuille, à vos positions, ça peut être utile, donc n'hésitez pas à le choper et à l'utiliser dans la description. Donc, la première feuille, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une feuille score. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement classé toutes les entreprises que j'ai en portefeuille et j'ai renseigné leur taux de croissance des free cash flow sur les 10 dernières années. Donc, la croissance médiane des free cash flow par action sur les 10 dernières années. Et dans la colonne numéro 2, j'ai mis le ROIC, donc le Return on Invested Capital. Et là, pareil, il s'agit de la médiane des 10 dernières années. Qu'est-ce que ça nous dit? Le taux de croissance, c'est tout simplement évidemment le potentiel de croissance de l'entreprise et le taux de retour sur capitaux, c'est bien évidemment la rentabilité et le fait que l'entreprise arrive à créer de plus en plus d'argent avec le capital qu'on lui fournit. Donc pour moi, ce sont deux métriques qui sont extrêmement importantes pour vérifier la qualité d'une entreprise et surtout pour déterminer son potentiel de croissance et son potentiel à retourner de la valeur aux actionnaires à l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces deux métriques? Pour ma part, j'ai calculé un score qui est extrêmement simple. On fait la croissance fois le ROIC. Donc là, vous voyez B2 fois C2. Donc en l'occurrence, pour évolution AB, 70,2 fois 25,67. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement un score. Et ce score, ensuite, on peut le classer. On peut trier toutes les entreprises par ce score. Qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit qu'on a un top 4 dans le portefeuille qui est Evolution AB, Mastercard, Hermès et Applied Materials. Hermès qui est une entreprise exceptionnelle, mais ça je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ensuite on a un peu le milieu de panier avec Alphabet, Fortinet, MSCI, ASML, S&P Global, Intuit, Microsoft, Apple, Visa. Je précise que vous avez toutes les analyses de toutes ces sociétés sur ma chaîne, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller les voir. Si vous avez également ces sociétés en portefeuille, vous avez la playlist analyse disponible sur la chaîne. Et ensuite on a le top 4, les mauvais du portefeuille, la fin de classement, et on retrouve uniquement des entreprises européennes. D'ailleurs dans cette fin de classement, on a LVMH avec un score relativement mauvais. Pourquoi? Parce qu'elle a un ROIC relativement faible de 10,95. Ensuite, on a Deutsche Börse, ensuite on a Dassault Systèmes et L'Oréal. L'Oréal qui ferme la marche, qui est vraiment le mauvais élève de cette liste avec un score de seulement 123. Vous voyez que c'est extrêmement faible, même par rapport aux entreprises américaines de milieu de panier qu'on a ici, et même par rapport même à ASML. D'ailleurs, on n'a pas que des entreprises américaines dans le milieu de panier, il ne faut pas être mauvaise langue. Mais donc on a ces 4 entreprises qui ferment la marche. Donc déjà, ce que nous dit ce tableau de manière purement pragmatique, c'est que ces 4 entreprises ont le moins de potentiel. Ce sont les 4 entreprises qui ont potentiellement le moins de chances de retourner du capital à leurs actionnaires pour les prochaines années. Donc ce sont les entreprises qui vont potentiellement sous-performer dans mon portefeuille sur les prochaines années. Donc ça déjà, c'est une première information que l'on peut prendre en compte et on va de suite passer au deuxième tableau qui est le tableau de CAGR. Ici, il y a pas mal de choses qui se passent.
Et notamment ici, on va se servir de la méthode d'évaluation de prix que j'ai présentée dans la 3e vidéo de la playlist méthode 2024. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. C'est une méthode d'évaluation de prix, de projection des free cash flow ou des EPS qui est extrêmement simple à mettre en œuvre et qui permet de déterminer un prix juste pour l'entreprise en fonction de vos hypothèses de croissance, d'un taux de croissance annuel ainsi que d'un multiple de valorisation finale au terme des 5 ans. Et surtout, ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle permet d'estimer un rendement. Elle permet de nous dire, ok, cette entreprise, si je l'achète au prix juste, combien est-ce qu'elle pourrait me rapporter dans les prochaines années? Et surtout, si je l'achète à son prix actuel, est-ce que c'est un investissement qui serait rentable pour moi dans les prochaines années en fonction de mes hypothèses de croissance? Donc on va pas revenir ici sur le fonctionnement de cette méthode. Allez voir la vidéo qui l'explique très bien, et vous avez en plus dans cette vidéo un fichier Google Sheet que vous pouvez utiliser et vous pouvez vous en servir de template pour faire vos propres calculs directement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai tout simplement renseigné le prix de l'action, l'hypothèse de croissance, donc ça c'est tout simplement les métriques que j'ai renseignées dans l'application IQ Invest, les multiples finaux de valorisation. J'ai également renseigné le prix juste, j'ai renseigné le prix final. Donc ça, le prix final, c'est tout simplement le taux de croissance appliqué en l'occurrence ici soit au free cash flow par action, soit aux earnings per shares. En l'occurrence par exemple ASML, j'utilise les earnings per shares et non pas les free cash flow par action. Mais le prix final, c'est donc le prix qu'on estime que l'entreprise, que l'action de l'entreprise va valoir au terme des 5 ans. Et ensuite ici, j'ai mis mon PRU. Pourquoi mon PRU? Car mon objectif avec cette feuille, c'est de calculer le CAGR, donc le rendement que je peux espérer sur chacune des positions en fonction du PRU, c'est-à-dire en fonction de mon prix de revient unitaire, c'est-à-dire le prix auquel j'ai réellement payé mes positions. Qu'est-ce qu'on peut constater? En fonction de mon PRU, on voit que Fortinet est top 1 avec 19% de rendement sur les 5 prochaines années, donc vraiment une position qui va a priori me faire très plaisir et qui va vraiment faire plaisir à mon portefeuille. Ensuite, on a Alphabet avec 16% de rendement. Ensuite, on a Evolution AB, Applied Materials et Intuit. Donc, on voit que ces 5 positions ont été des sociétés très bien achetées puisqu'elles offrent un rendement de plus de 12% par an, ce qui est normalement suffisant pour surperformer le S&P 500. Ensuite, on a un peu le milieu de tableau ici, donc entre 11 et 12%, donc des sociétés que j'ai plutôt bien achetées. C'est pas parfait, mais à quelques points de pourcentage près, on va dire que ce sont des positions avec lesquelles je suis très satisfait. On retrouve Mastercard, ASML, Visa et Apple dans ce milieu de tableau. Ensuite, on a MSCI et Deutsche Börse. Ici, ce sont des sociétés que j'ai achetées légèrement chères, mais qui offrent tout de même un rendement entre 8 et 10% par an, donc un rendement qui est tout à fait correct. Ensuite, on retrouve le bas de tableau ici avec des rendements inférieurs à 8%. Donc on retrouve entre 6 et 7% Microsoft, Hermès et S&P Global. Et vous voyez dans la colonne PRU ici, vous pouvez constater le prix auquel j'ai acheté chaque société. Donc en l'occurrence, c'est en euros pour les sociétés en euros, c'est en dollars pour les sociétés en dollars. Hein, j'ai pas mis des conversions ou quoi que ce soit ici. Ce qu'on peut dire sur ces 3 sociétés-là, à savoir Microsoft, Hermès, S&P Global, c'est que ce sont des sociétés avec lesquelles je suis à l'aise, c'est-à-dire que ce sont des sociétés que même si j'ai acheté cher, elles représentent soit peu de place dans mon portefeuille, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui représentent 3 ou 4% de mon portefeuille, et surtout ce sont des sociétés en lesquelles j'ai toute ma confiance à l'avenir pour continuer à performer. Donc ces 3 positions, tout simplement, je n'y toucherai pas. En fait, c'est la conclusion de ce tableau, je ne revendrai certainement pas Microsoft, ni Hermès, ni S&P Global, surtout que comme je vous l'ai dit, en fait, ces 3 positions, ce sont des positions qui représentent peu de pourcentage, peu de poids dans mon portefeuille, donc je peux relativement facilement baisser mon PRU. Si on prend le cas d'Hermès, j'ai une seule action Hermès dans mon portefeuille. Je l'ai acheté 1830 €, aujourd'hui elle est à 2060 €. Vous voyez que j'ai un prix juste à 1424 €. Imaginons que Hermès vienne à fortement corriger et vienne à passer en dessous de mon prix juste des 1400 €. J'aurai tout simplement une seule action à racheter pour énormément baisser mon PRU. Donc ça c'est tout à fait avantageux. Je n'ai pas besoin de me ruiner pour pouvoir ajuster mon PRU à la baisse. À l'inverse de ces 3 positions donc qui ferment le bas de tableau, et on va revenir en détail sur chacune d'entre elles. Premièrement, on a LVMH. LVMH, je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai un prix juste à 508 € et vous voyez que pourtant mon hypothèse de croissance n'est pas délirante du tout. Je n'ai pas mis des hypothèses de croissance complètement pessimistes pour LVMH. J'ai simplement mis 12% de croissance des free cash flow par action sur les 5 prochaines années et un multiple final de 24, ce qui est conforme à sa moyenne historique. On obtient un prix juste de 508 €. Donc vous voyez que moi j'ai acheté LVMH n'importe comment avec un prix de 748 € et avec un prix
final, donc au terme des 5 ans, de 895 €, ça nous fait un rendement de 3,66% par an, soit un rendement à peine supérieur au livret A. Donc la conclusion de cette ligne, c'est que LVMH est une position qui n'est pas rentable pour moi, que j'ai acheté beaucoup trop cher. Donc c'est une des 3 sociétés, et oui, dont j'ai pris la décision de me séparer. Je sais, j'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais dit dans la vidéo du mois dernier que je n'allais pas revendre LVMH, sauf que en posant les chiffres sur le papier, en l'occurrence ici les chiffres sur ordinateur, hein, sur Google Sheet, vous avez compris, en posant les chiffres sur papier, je me rends compte que je ne peux pas objectivement garder une position qui représente 3,66% de rendement par an. C'est vraiment un handicap, c'est un boulet que se traîne mon portefeuille, c'est un boulet que j'ai mal acheté, et surtout c'est un boulet que je n'ai pas l'opportunité de réajuster. Pourquoi? Parce que LVMH représentait déjà une bien trop grosse position dans mon portefeuille. Elle représentait à peu près 6% de mon portefeuille total, soit plus de 4000 €. Et le problème d'LVMH, c'est que si je voulais la réajuster, c'est-à-dire si je voulais la renforcer sur des niveaux de prix qui me paraissent beaucoup plus pertinents, ça aurait complètement déséquilibré mon portefeuille. Il aurait fallu que je mette 8-10 000 € sur LVMH pour rééquilibrer cette position, et je n'ai pas envie que LVMH devienne trop prépondérante dans mon portefeuille. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de m'en séparer. Par contre, à noter que LVMH reste dans ma watchlist. Elle reste dans ma watchlist, j'ai un prix juste à 508 €, et si elle vient à baisser en dessous de ce prix juste, je rouvrirai une plus petite position sur LVMH. Mais aujourd'hui, j'ai vendu LVMH, je vous détaillerai après à quel prix je l'ai vendu, et surtout, j'ai réalloué ce capital sur un ETF, je vous l'avais dit dans la vidéo du mois dernier. Pourquoi je réalloue le capital sur un ETF? Tout simplement puisque je n'aime pas acheter des ETF, je préfère acheter des actions, vous le savez. Donc le fait d'acheter un ETF me permet de me punir, entre gros guillemets, pour avoir fait cette erreur, et donc de réallouer le capital sur quelque chose de plus stable, de plus tranquille. Et j'ai décidé de réallouer le capital sur l'ETF PUST, à savoir l'ETF Amundi Nasdaq 100. Pourquoi le Nasdaq? Parce que je pense que c'est une bonne option pour avoir un petit surplus de tech dans le portefeuille, et surtout, moi, il y a beaucoup de sociétés qui représentent beaucoup de poids dans le Nasdaq, notamment par exemple Nvidia et Broadcom, que je n'ai pas en portefeuille parce que je trouve qu'elles sont trop chères, mais j'arrive quand même à bénéficier de leur croissance en achetant un peu de Nasdaq. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du Nasdaq, qui vient en complément de mon ETF S&P 500. Donc pour moi, ce sont 2 ETF qui peuvent être tout à fait complémentaires dans un portefeuille. À l'inverse, je sais que j'avais fait une vidéo pour démonter un petit peu le Nasdaq 100 au début de la chaîne, mais j'ai relativement changé d'avis, notamment grâce à Jean, et vous pouvez retrouver nos échanges sur le CAF rentable. C'est lui qui m'a fait changer d'avis sur l'ETF Nasdaq 100. Et ensuite, on arrive aux 2 dernières positions du bas de tableau, à savoir Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes qui me rapporterait au prix où je l'ai acheté, à savoir 43 €, 2,49% par an, soit moins que le livret A. Donc là, je ne vous fais pas de dessin. Dassault Systèmes, c'est déjà une société que j'avais envie de vendre depuis un moment. Donc ça y est, la position est clôturée. Le capital est également réalloué sur le Nasdaq 100, et surtout, elle a quitté ma watchlist pour de bon. C'est une société que j'ai analysée trop vite, c'est une société sur laquelle je me suis précipité. Pourquoi? Parce que je voulais absolument remplir mon PEA, je voulais des actions françaises, je voulais des actions européennes, et j'ai acheté n'importe quoi, enfin n'importe quoi entre guillemets, mais Dassault Systèmes ne respecte pas mes critères de qualité. Si vous regardez au niveau des scores, ces chiffres sont beaucoup trop faibles. Elle a un ROIC à 9% sur les 10 dernières années, ce qui est vraiment médiocre, on peut le dire, c'est médiocre, puisque 10% c'est vraiment la limite basse que je suis prêt à accepter pour mes positions. Donc Dassault Systèmes s'est clôturé et ça a quitté ma watchlist, et c'est exactement la même chose pour L'Oréal. L'Oréal qui me rapporterait 0,54% de rendement sur les 5 prochaines années, et c'est tout simplement catastrophique comme rendement parce que je l'ai payé beaucoup trop cher, à 424 €. On a un prix final de 436 € et un prix juste de 247 € seulement. En sachant que L'Oréal, c'est une société, je me rappelle que j'avais déjà vu que son prix juste était aux alentours des 250-260 €, et à l'époque, quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est pas possible, c'est beaucoup trop bas, elle ne peut pas être aussi chère par rapport à sa valeur intrinsèque, donc je vais quand même l'acheter. Grave erreur, les chiffres ne mentent pas, et vous voyez ici que les hypothèses de croissance ne sont pas non plus délirantes, puisque j'ai mis 8% de croissance des free cash flow par action sur les 5 prochaines années, et un multiple final de 26, ce qui est tout à fait raisonnable. Encore une fois, ce ne sont pas des hypothèses de croissance qui sont complètement pessimistes, et ça nous donne
un prix juste de 247 €. Donc clairement, j'ai payé l'entreprise 2 fois trop cher et j'en paye les frais avec une performance qui va être complètement pourrie. Donc L'Oréal, vous l'avez deviné, c'est vendu. J'ai pas attendu le mois de janvier. Je vous avais dit que j'allais attendre le mois de janvier, que j'allais attendre la date anniversaire d'achat de L'Oréal. Et je me suis dit, au vu de ce rendement catastrophique, ça ne sert à rien d'attendre un mois de plus. À un mois près, je peux me permettre de la vendre. Comme ça, je liquide ces 3 positions qui tirent mon portefeuille vers le bas, qui plombent ma performance. Je les liquide, je réalloue ces 3 positions sur un ETF, en l'occurrence sur le PUST, le Nasdaq 100, et on repart sur de bonnes bases. Donc LVMH, elle reste dans ma watchlist, mais je la rachèterai que si elle atteint des niveaux de prix qui me paraissent convenables, et Dassault Systèmes et L'Oréal ont quitté mon portefeuille et ma watchlist. Et donc vous avez le lien de ce Google Sheet en description si vous voulez vous en servir pour calculer vous-même votre CAGR sur toutes les positions de vos portefeuilles. N'hésitez pas à aller dessus, à créer une copie et à vous en servir, à le bidouiller à votre manière. Donc maintenant qu'on a fait ce petit point sur ces 3 ventes, on se retrouve ici sur l'application IQ Invest. On a une valeur totale de portefeuille ce mois-ci qui est 57 780 € pour un total investi de 47 641 €, une performance absolue de 10 138 €, à savoir que ma performance a vraiment pris de jolies couleurs depuis la victoire de Trump, et également mon compte titre, comme vous allez voir, bat le Nasdaq 100, donc un point très positif, j'en suis très content. On a une performance absolue de 21% et un CAGR absolu de 8,69%. Un total de dividendes de 230 €. On a une répartition à 61% sur le PEA avec 34 900 € et 39% sur le compte titre avec 22 800 €. Le compte titre qui rattrape donc à grande vitesse le PEA, puisque en ce moment j'investis surtout sur le compte titre, je n'investis quasiment plus sur le PEA tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne affaire pour le moment, pour moi, sur le PEA. Ensuite, au niveau des types, on a 53% en actions et 45% en ETF. Vous voyez que la pondération ETF a réaugmenté tout simplement puisque j'ai réalloué du capital sur le Nasdaq 100 et j'ai encore une petite poche de liquidité en espèces 1200 €. Pourquoi? Car je n'ai pas acheté le Nasdaq 100 d'un coup. Moi, j'ai un peu du mal à faire un seul ordre et à mettre des grosses sommes d'un coup sur un ETF. Donc j'ai préféré découper ma somme en 5 achats. Ça me permet de lisser mon prix d'entrée sur 5 semaines. J'achète le Nasdaq 100 tous les lundis et il me reste un ordre à passer, en l'occurrence ici d'environ 1000 €. Donc cet ordre sera passé lundi prochain, donc le lundi 2 ou 3 décembre, je n'ai plus la date en tête, mais ça va clôturer ce solde d'espèces et finir de construire ma position sur le Nasdaq 100. Et ensuite, en termes de devises, on a 55% en euros, 40% en dollars et 5% en couronne suédoise qui proviennent toujours d'évolution AB. Au niveau des positions ici, donc on a 39% sur l'ETF BNP Paribas, 9% sur Fortinet, ensuite on a le Nasdaq 100 donc, qui fait son apparition ici avec 6%, ensuite Mastercard, Evolution AB, Alphabet, Visa, Apple, Hermès, ASML, Applied Materials, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse, Intuit et MSCI Inc. D'ailleurs, petit point rapide sur Deutsche Börse, je vous avais dit que je voulais la revendre potentiellement à un moment donné, puisque ces chiffres sur le papier sont inférieurs également aux sociétés que j'ai en portefeuille, sauf que Deutsche Börse est un cas très particulier puisque je suis toutes ces annonces de résultats, et lors de ces dernières annonces de résultats, elle nous a vraiment délivré des chiffres assez incroyables avec une croissance sur ces segments logiciels qui est époustouflante à plus de 300-400% d'année sur année. Donc c'est une société que je garde en portefeuille parce que je pense qu'elle a beaucoup de potentiel vu l'expansion de son segment logiciel et elle a vraiment un management qui gère bien la société et des chiffres qui sont vraiment rassurants pour l'avenir de la société. Donc j'ai décidé de la garder, surtout que ça représente seulement 2% de mon portefeuille et potentiellement si elle me déçoit, je n'aurai aucun problème à la vendre ensuite à l'avenir, mais tant que je suis agréablement surpris par Deutsche Börse, elle restera dans mon portefeuille. Ensuite on a Intuit et ensuite on a MSCI que je n'ai pas pu suffisamment renforcer quand c'était l'occasion. Je suis assez dégoûté car MSCI c'est une entreprise exceptionnelle et j'aimerais bien qu'elle représente un plus gros pourcentage de mon portefeuille. Ensuite au niveau des pays, vous voyez qu'on est à 74% sur les US, on a beaucoup moins de pondération de la France forcément vu que j'ai vendu 3 positions sur la France, 9% en Suède, 7% en France, on n'a plus que Hermès en société française en portefeuille, ensuite on a 6% sur les Pays-Bas, donc ça c'est ASML, et 4% en Allemagne, donc ça c'est Deutsche Börse. Au niveau des secteurs, on est à 44% sur la tech, 31% sur la finance, 15% sur la consommation discrétionnaire et 9% sur la
communication. Hop, ici sur le tableau, on va mettre le pourcentage de performance en premier et qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que Fortinet est toujours top 1 de mon portefeuille avec 57% de performance, c'est vraiment monstrueux. Je suis vraiment très content de mon achat sur Fortinet. Ensuite, on a S&P Global, Apple, Mastercard, Intuit, Microsoft, mon ETF BNP Paribas, donc à savoir le S&P 500 qui a tout de même une performance très correcte avec 22%, c'est vraiment une très belle performance, donc 18% de CAGR sur mon ETF S&P 500, j'en suis très satisfait. Deutsche Börse 20%, donc vous voyez qu'on a quand même environ la moitié de mon portefeuille qui a plus de 20% de performance, donc c'est vraiment très correct. Ensuite on a Visa qui s'est énormément rattrapé depuis le mois d'août, et je suis d'ailleurs assez dégoûté de ne pas avoir pu renforcer Visa au mois d'août, mais bon, il faut choisir, je n'ai pas pu tout acheter, j'ai décidé d'acheter du Fortinet, et finalement ça a plutôt bien payé. Ensuite on a Hermès, MSCI, Alphabet, ASML, le Nasdaq 100 qui pour l'instant n'a pas une énorme performance, mais c'est normal, c'est une position que je viens d'ouvrir, et on retrouve ensuite les deux sociétés en négatif, à savoir Applied Materials et Evolution AB. Evolution AB que je ne renforce pas encore, tout simplement parce que je trouve qu'elle représente encore un trop gros poids dans mon portefeuille, elle est à 5%, donc ce n'est pas une société que je vais renforcer de sitôt, même si elle est toujours sur des niveaux de prix très attractifs. Par contre, Applied Materials, vous voyez qu'elle est aujourd'hui à 174 $, donc clairement en dessous de sa valeur intrinsèque, en tout cas selon moi, et elle représente seulement 3% de mon portefeuille, donc Applied Materials, je vous la fais court, mais ça risque d'être encore mon achat du mois de décembre. Si on regarde un peu les transactions justement que j'ai effectuées en novembre, donc on a l'achat d'Applied Materials ici qui a été effectué à un prix de 181 $, ensuite on a la vente de Dassault Systèmes que j'ai vendu à un prix de 31 €, ensuite on a la vente de LVMH ici que j'ai vendu à 598 €, on a la vente de L'Oréal que j'ai vendu à 337 €, et on a ensuite les 4 achats sur le Nasdaq, le premier ici suite à la vente de Dassault Systèmes, et ensuite 3 achats d'environ 1000 € tous les lundis, et comme je vous l'ai dit, si on regarde ici, j'ai encore 1000 € à placer sur mon PEA, donc 1000 € qui iront encore une fois sur le Nasdaq 100 lundi prochain. Si on regarde maintenant un petit peu l'onglet performance et les graphiques, ici on a l'évolution du solde, vous voyez l'énorme pic à la suite du 5 novembre, donc de la victoire de Trump juste ici. Si on se met en performance, vous voyez que suite à la victoire de Trump, mon portefeuille, donc ça c'est le portefeuille global en comptant le compte titre, le PEA, mais également actions et ETF, il est quasiment de retour au niveau du S&P 500 puisqu'on a seulement 3 points, un peu moins de 3 points d'écart entre le S&P 500 et mon portefeuille, donc j'ai bon espoir que ces deux courbes se recroisent et que mon portefeuille global repasse au-dessus du S&P 500 dans les prochains mois et potentiellement en 2025, mais seul l'avenir nous le dira. Si on regarde maintenant au niveau du PEA, le PEA ici, sans surprise, sous-performe allègrement, notamment depuis juin et notamment depuis que les actions européennes et notamment françaises se sont effondrées. Mais maintenant que je me suis séparé de ces 3 boulets que j'ai achetés trop cher, comme vous l'avez vu sur mon tableau, je pense que cette performance va reprendre des couleurs, notamment également grâce à mon ETF Nasdaq 100. Ensuite, si on regarde le compte titre, le compte titre qui lui n'est constitué que de sociétés américaines, ici on voit par contre une claire surperformance du S&P 500, voire même carrément une humiliation par rapport au S&P 500, puisque mon compte titre délivre 74% de performance, donc en total weighted return, je rappelle ce n'est pas une performance absolue, donc c'est-à-dire qu'on annule les dépôts et les retraits sur le portefeuille pour ne pas prendre en compte les flux monétaires. Donc on a 74% sur le portefeuille et 51% sur le S&P 500, donc une très belle surperformance. Et si on compare donc avec le Nasdaq 100 ici, vous voyez que c'est la nouvelle fonctionnalité d'ailleurs du graphique de performance. On peut maintenant choisir son benchmark parmi le S&P 500, le Nasdaq 100, le MSCI World, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50. Donc ça sert à rien que je vous montre ces 3 là, puisque vous le savez, si on bat le S&P 500 et même le Nasdaq, on bat forcément ces 3 là. Donc au niveau du Nasdaq, vous voyez également que depuis la victoire de Trump, mon portefeuille est repassé légèrement devant le Nasdaq, donc je suis extrêmement content de cette performance avec 74% sur mon portefeuille et 70, presque 71 sur le Nasdaq. Donc 3 points de plus que le Nasdaq, ce n'est pas rien, c'est extrêmement compliqué de battre le Nasdaq, donc on espère que ça va continuer sur cette partie compte titre et seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant ça a l'air plutôt bien parti. On va essayer de continuer à prendre de bonnes décisions, de réfléchir avec notre tête et de ne pas acheter des positions trop chères.
Et enfin, donc si on regarde l'onglet dividendes, au mois de novembre, il y a eu 3,74 € de dividendes qui proviennent de Mastercard et on n'aura pas donc les gros dividendes qui vont arriver à la fin de l'année, étant donné que je me suis séparé de LVMH et de L'Oréal, mais normalement on aura le dividende d'Hermès qui va tomber en décembre et qui va faire également plaisir. Ce qui nous amène à un total de 193 € de dividendes sur 2024, mais pour le moment, les dividendes ne sont clairement pas ma priorité, donc ce n'est pas un facteur que je maximise pour mon portefeuille. Et maintenant, on se retrouve ici dans l'onglet Watchlist. Et dans l'onglet Watchlist, qu'est-ce qu'on constate? On retrouve toujours les trois mêmes en top position en termes de rendement estimé, à savoir Evolution AB avec 19% par an, Applied Materials avec 16% par an et Alphabet avec 14% par an. Donc, qu'est-ce que nous dit ce tableau? Qu'est-ce que nous dit ma Watchlist? C'est tout simplement que Applied Materials sera encore une fois le meilleur achat à faire au mois de décembre. Donc, c'est cette position que je vais renforcer. Elle est actuellement à un prix de 174 $ et elle a un prix juste de 209 $, donc clairement très décotée. Elle est décotée de 16% puisqu'on a une marge de sécurité de 16%, ce qui est très bon. Donc Applied Materials, encore une fois, une valeur sûre pour le mois de décembre. Et si vous voulez voir un peu le reste de ma watchlist, ça n'a pas changé. On a ASML, Fortinet, LVMH, Lifco AB, Intuit, Visa, MSCI, Mastercard, Apple, Deutsche Börse, Hermès, Zoetis, Microsoft, Constellation Software et S&P Global. S&P Global qui est tellement cher qu'on a même un rendement négatif, donc surtout n'allez pas l'acheter maintenant, ce n'est pas du tout le bon moment. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes arbitrages ce mois-ci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas pour la vente d'LVMH? Moi, je pense à titre personnel que c'est une bonne décision que j'ai prise pour mon portefeuille. Dites-moi si vous pensez le contraire. N'hésitez pas à aller voir le Google Sheet, à faire l'exercice pour votre propre portefeuille. Je pense que vous pourriez être surpris par certains de vos rendements. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi également quelles sont les sociétés que vous avez achetées au mois de novembre et quelles sont celles que vous voulez acheter au mois de décembre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!